Steve Mikos, bien qu'il en ait donné un autre en arrivant à l'hôtel. Il a signé le registre sous un nom d'emprunt et maintenant, après avoir dormi 10 heures d'affilée, il fait une réussite sur un guéridon assis près d'une fenêtre d'où il surveille la rue. C'est l'été et sous le soleil, les façades des maisons paraissent d'une blancheur éclatante. Il a pris le jeu de cartes dans un de ses 2 sacs de voyage. Le premier sac, posé sur une chaise près du lit, contient simplement ses vêtements et ses objets de toilette. L'autre, beaucoup plus petit, à même le sol, est fermé à clé. À l'intérieur, 100 000 $ en billets. Steve regarde fréquemment par la fenêtre car il attend quelqu'un. Il a donné rendez-vous ce jour même et dans ce lieu à une femme, mais sans préciser d'heure. Il n'a donc aucune raison de penser qu'elle puisse surgir au moment précis où il va regarder, en admettant qu'elle vienne. S'il est là, et s'il attend cette femme, ça n'est pas par hasard. Il y a naturellement un rapport avec la sacoche et l'argent. Cet argent, il l'a volé la nuit dernière dans le coffre d'un autre homme. Et la femme qui l'attend est également celle de cet autre homme, un homme puissant et dangereux, ce qui n'est pas son cas à lui, Steve Mikos. Il espère cependant devenir à son tour très bientôt un homme heureux et comblé. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Il sait qu'il n'est pas très intelligent, du moins au sens où on l'entend habituellement. Malgré tout, il est beau garçon et il plaît aux femmes. Comme pour se rassurer sur lui-même, il se lève soudain, se rend dans la salle de bain contiguë. Il allume la lampe et se penche au-dessus du lavabo pour détailler son visage dans le miroir. Sans trop de narcissisme, non, mais plutôt avec une satisfaction nonchalante et une sorte de gratitude. D'ailleurs, il n'est pas vaniteux. Il n'attache d'importance à son apparence qu'en raison des avantages que celle-ci lui procure. Il sort un peigne de sa poche et se met à coiffer ses cheveux bruns, brillants et frisés, dont les mèches retombent en boucles épaisses et soyeuses. Et il retourne monter sa garde auprès de la fenêtre. Avant de commencer une nouvelle réussite, il bat les cartes avec une dextérité qui trahit le joueur professionnel. Il est vrai qu'il a travaillé autrefois comme croupier. Avant de les étaler devant lui, il jette un nouveau coup d'œil dans la rue et se fige instantanément. Un car vient de s'arrêter devant l'hôtel et une femme en descend. Sous la jupe qu'elle retrousse, il entrevoit 2 genoux gainés de nylon. Elle fait quelques pas sur le trottoir avec une grâce altière, immédiatement repérable, même à cette distance. Il s'agit là d'une femme de luxe. Impossible d'en douter. Elle est la femme d'un homme riche. Et c'est elle que Steve Mikos attend. Il la suit des yeux quelques instants tandis qu'elle se dirige vers l'hôtel, très conscient de l'excitation grandissante qui l'envahit. Sensation assez étrange et légèrement agaçante pour un homme qui, d'ordinaire, se contrôle parfaitement en présence d'une femme, quoiqu'il aime prétendre le contraire. Face à celle-ci, il se sent, hélas, à la fois faible et vulnérable. Il descendrait volontiers immédiatement à sa rencontre, mais ce serait contraire au plan qu'ils ont soigneusement mis au point ensemble. Maîtrisant son impatience, il se rassoit en s'efforçant de comprimer les battements précipités de son cœur. Elle va prendre une chambre et payer une journée d'avance. Lui-même en a réglé 2. Comme lui, elle va expliquer qu'elle préfère régler maintenant sa note de manière à pouvoir partir très tôt demain matin. Tout à l'heure, elle saisira le téléphone et demandera au standard de la mettre en communication avec lui en utilisant bien sûr son nom d'emprunt. Encore un peu de patience et ils seront définitivement réunis. Steve Mikos quitte de nouveau sa chaise pour aller chercher son paquet de cigarettes posé sur la table de chevet. Il en allume une, puis, s'allongeant sur le lit, s'amuse à lancer des volutes de fumée vers le plafond. Pour tromper l'ennui de l'attente, il passe en revue les événements qui les ont conduits tous deux en ce lieu. Elle s'appelle Anna. Elle est l'épouse d'Hugo Archer, un brillant homme d'affaires dont nul,
pas même le fisc, ne peut se vanter de connaître toutes les activités. Archer possède entre autres un casino-restaurant, dîner fin au premier étage et salle de jeu au second. C'est là que Steve Mikos travaille, ou tout au moins travaillait jusqu'à hier soir, car on ne l'y verra plus. Quant à sa tâche, elle n'a jamais été très bien définie. On le voyait, charmant et décoratif avec son complet noir et sa cravate blanche, déambuler parmi les clients, attentif aux désirs de chacun, en tout cas des amis du patron, et donc aux petits soins d'Anna, sa femme. Anna passe ses soirées au casino. Elle se sent bien au milieu de cette faune distinguée et richement vêtue. Elle aime aussi la subtile angoisse qui fait le charme des jeux de hasard. Depuis l'arrivée de Steve, elle y vient tous les jours. Hugo Archer ne semble pas l'avoir remarqué, assurément, il n'y voit aucun mal. Sans doute, grâce à la discrétion d'Anna. Hugo ne doit pas savoir qu'ils se rencontrent souvent, Steve et elle, en dehors du casino. Il croit probablement à un flirt sans conséquence, comme Anna en entretient avec une douzaine d'autres hommes. D'ailleurs, même totalement seule avec Steve, Anna n'abandonne jamais totalement sa réserve. Il est clair qu'elle préfère ne pas se laisser entraîner par une passion qui pourrait lui laisser des regrets. Elle a beaucoup trop à perdre. Et puis, Hugo serait toujours une menace. Petit, court, trapu et paradoxalement d'une laideur presque attirante, Hugo possède une fortune que nul ne saurait chiffrer. Il jouit d'un énorme pouvoir dans le milieu obscur sur lequel il règne, et il a sous ses ordres une véritable petite armée d'hommes dévoués, prêts à exécuter le moindre de ses désirs sur un simple signe. Bref, ce n'est pas un homme que l'on peut trahir impunément. Mais tout cela, c'est le passé. Depuis hier soir, la situation a changé. Hier soir, Anna l'a invité chez elle, un endroit où l'on est rarement convié. Hugo était en voyage. Steve a trouvé Anna allongée sur le sol, en appui sur les coudes. Elle portait un pull de jersey blanc et un pantalon de velours noir. Les jambes repliées et les talons battant l'air, elle était splendide et paraissait 10 ans de moins que son âge, bien qu'elle n'eût que 25 ans. Steve n'est pas prêt d'oublier cette conversation. « Mon chéri, lui a-t-elle dit, quel dommage que tu sois si terriblement pauvre. Pardonne-moi, je sais que c'est un peu démoralisant, mais tout le monde ne peut pas être aussi riche que ton mari. S'il s'agissait de vivre avec toi, je me contenterais de bien moins, s'est exclamée Anna. Ah bon? Bah alors, cite un chiffre. Naturellement, j'ai besoin d'un peu plus que le simple nécessaire. Tu ne peux vivre que dans le luxe, Anna. Le luxe, le nécessaire, pour moi, c'est la même chose, mon chéri. Alors dis-moi, Anna, combien te faudra-t-il? Fais-moi une offre, Steve. Est-ce que 100 000 $ te suffiraient? Pour quelque temps, sans doute, mon chéri. Mais tu n'as pas cette somme. Si. Je sais où me procurer cet argent. Et si tu t'engages à partir avec moi, je vais aller le chercher. Anna l'a observé attentivement pendant qu'il parlait, et d'un seul coup, elle se redresse. Assise, les bras autour des genoux, elle le dévisage fixement. Son regard habituellement si lointain brille d'excitation. On dirait que tu parles sérieusement, Steve. Tu ferais bien de me croire, Anna, parce que je vais tout simplement prendre cet argent. Quoi? Le voler? Oui, si tu veux. Mon chéri, enfin, explique-toi. Est-ce que tu aurais une répugnance à dépenser de l'argent volé? Aucune, Steve. Mais je ne veux pas que tu te fasses arrêter. Ne t'inquiète pas, Anna. Comme je dis toujours, dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et où est cet argent?
Dans le coffre de ton mari au casino. Voler, Hugo? Mais tu es fou, mon chéri. Non. Mais si, il va te tuer, et moi aussi par la même occasion. Il faudrait d'abord qu'il nous retrouve. Quel courage, Steve. Mais ne vas-tu pas flancher au dernier moment? Attends de voir, Anna. Mais comment sais-tu qu'il y a de l'argent dans ce coffre? Parce que je l'ai vu. Tu sais que ton mari m'aime bien. Il m'invite parfois à le rejoindre dans son bureau pour fumer une cigarette et boire un verre. La veille de son départ, il avait à la main un paquet enveloppé dans du papier craft. Légèrement éméché et d'humeur charmante, il m'a confié que ce paquet contenait 100 000 $ en grosses coupures. Et il m'a demandé de tout surveiller encore mieux que d'habitude parce qu'il était obligé de laisser cet argent jusqu'à son retour. Mais Steve, cette somme est énorme, même pour lui. Je m'étonne qu'il ne l'ait pas portée à la banque. Vois-tu, Anna, j'ai idée qu'il ne tient pas à la montrer au fisc. Je serais bien étonné qu'il signale le vol à la police. Oh, il n'a pas besoin de la police, mon chéri. Il a la sienne. Tu as peur? Non, Steve, chéri. Pas quand il s'agit d'entrer en possession de 100 000 $ avec toi en prime. Je m'aperçois simplement que je t'ai peut-être sous-estimé. Bien. Nous ferions mieux maintenant de préparer l'opération. Steve sourit. Anna s'est laissée persuader plus facilement que prévu. Assis sur la moquette, il met au point le plan. Anna, gagnée par son excitation, l'écoute haletante. « J'irai dès 8 heures du matin chercher l'argent, » explique-t-il. « Le bureau sera fermé, mais aucun problème. Le plus dur, ce sera d'ouvrir le coffre, mais je m'en arrangerai. J'ai toujours été très adroit de mes mains. Ça me prendra environ une dizaine de minutes. Quant au système d'alarme, j'en connais le circuit. Je le désamorcerai. Ce sera un jeu d'enfant. Et je n'aurai plus qu'à prendre l'argent. Je quitterai le bureau par l'escalier de service et je sortirai par la porte de derrière. Cette porte est verrouillée de l'intérieur et c'est là que tu interviens, ma chérie. Il faut que tu m'attendes là pour la refermer derrière moi. Le gardien pourrait s'étonner de la trouver ouverte. Je ne tiens pas à être interpellé par les hommes de la sécurité. J'ai compris, Steve. Bon, je reste à l'intérieur et toi, tu es à l'extérieur. Et où et comment vais-je te rejoindre? Par prudence, il vaut mieux nous séparer momentanément. Mais je connais une petite ville à 300 km d'ici, dans la direction où je vais t'emmener. Je m'arrêterai et je louerai une chambre à l'hôtel. Tu me retrouveras là en venant par le car et tu loueras aussi une chambre. Mais je me méfie du train ou de l'avion. Et il me paraît inutile de nous embarrasser d'une seconde voiture. Évite également de te charger en bagages. Mais n'oublie pas tes bijoux. Là où j'ai l'intention d'aller, nous n'aurons jamais trop d'argent. Très bien, Steve. Et comment s'appelle cette ville? Steve lui donne tous les renseignements. Il voyagera lui-même sous un nom d'emprunt. Le plan, des plus simples, exécuté point par point, a parfaitement fonctionné. Tout s'est passé le mieux du monde et jusqu'au bout, puisque Steve a vu arriver Anna et que le téléphone, à présent, se met à sonner. Allô, mon chéri? Comment se porte la prime de mon cœur? Très très bien. Quel est le numéro de ta chambre? Peu importe. Je vais venir dans la tienne. Je veux toucher moi-même, outre ma prime, mon salaire de base, si cela ne t'ennuie pas. Mais pas du tout, mon amour. Nous t'attendons tous les deux dans la chambre 15. Tu nous as manqué, tu sais. À tout de suite, mon chéri. Pour meubler la tente, Steve se verse une modeste rasade de whisky. Il n'a pas particulièrement l'habitude de boire, surtout seul. Il ne ressent ni nervosité ni angoisse. Il est simplement content, joyeux et même assez guilleret de ce qu'il vient de réussir. Autant se porter un toast à lui-même avant d'entreprendre la suite. Bientôt, on frappe à la porte. Il se lève pour ouvrir. Anna a le regard qui pétille
et les joues roses d'excitation. Alors, mon chéri, ça y est? Vérifie toi-même. Oui. Dans le petit sac, là, par terre. 100 000 $ dans un si petit sac, c'est incroyable. Non, mais il s'agit de grosses coupures. Steve, tu permets que je regarde et que je touche? J'en ai tellement envie, chérie. Ça doit être si bon à tenir entre ses doigts. Vas-y, serre-toi. Mais j'espère que tu auras encore longtemps ce plaisir. Notre nouvelle vie ne fait que commencer. Anna ouvre le sac. L'argent est bien là. Elle plonge les mains dans les billets, reste un long moment à les caresser, puis elle se tourne vers Steve, toute réserve abandonnée pour la première fois depuis leur rencontre. Oh, je t'aime, mon amour. Moi aussi, Anna. Tu n'as pas peur d'Hugo? Pas du tout. Tu n'as pas peur qu'il nous retrouve? Il ne nous retrouvera jamais. Anna rejoint Steve allongé sur le lit et l'enlace. Pendant plusieurs heures, ils vont perdre totalement conscience l'un et l'autre de l'univers qui les entoure. Il fait nuit lorsqu'ils songent enfin au départ. Où m'emmènes-tu? À Miami. C'est loin? Oui. Je vais te montrer la côte sud. Je vais regagner ma chambre et aller me préparer. Ne tarde pas trop, ma chérie. Je ne supporterai plus de vivre séparé de toi, ne serait-ce qu'une minute. J'ai garé ma voiture derrière l'hôtel, je t'y attendrai. Je crois plus sage qu'on ne nous voit pas quitter l'hôtel ensemble. Juste 1 heure, mon amour, une petite heure, pas plus. Je te le promets. À moi aussi, le temps va me sembler une éternité. Anna partie, Steve allume une cigarette qu'il fume posément. Puis, il décroche le téléphone et appelle un numéro en PCV. « C'est vous, Steve? Tout va bien ?» demande son correspondant du ton bref de l'homme habitué à aller droit au fait. « Tout se passe comme vous l'aviez prévu, Monsieur Archer. »« Parfait. Je tiens à vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. »« De rien, Steve. Vous avez bien mérité cet argent. » Dès qu'elle vous a regardé, j'ai compris que vous étiez celui qu'il me fallait. Ça m'aurait coûté 2 fois plus cher de divorcer et 5 fois plus de la garder auprès de moi. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop de jouer la comédie. Non, rassurez-vous, Monsieur Archer. Elle croit que c'est pour de vrai. Bien, très bien. Alors arrangez-vous pour que ça dure encore un peu et qu'elle ne risque pas de faire machine arrière. Pas de problème, Monsieur Archer. Steve raccroche et consulte sa montre. Encore une petite demi-heure, et il sera pour longtemps un homme heureux et comblé. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Ça fait déjà quelques mois que Jim Logan s'est retiré dans ce petit chalet au bord du lac. Il a besoin de se faire oublier. En effet, il a escroqué une demi-douzaine de femmes mûres en leur promettant le mariage et depuis, la police le recherche. « J'aurais dû faire comme Landrus, dit-il. Comme ça, au moins, j'aurais plus toutes ces vieilles folles sur le dos. » Il fait beau ce matin-là et Jim prend son petit déjeuner sur la terrasse. Tout en regardant des bateaux qui filent au loin, il écoute les informations à la radio. C'est fou comme la vie new-yorkaise lui manque. Et il n'est jamais aussi nostalgique que quand il écoute les nouvelles du coin. Il se passe jamais rien par ici, se dit-il tristement. Pas le moindre crime, pas la moindre affaire un petit peu excitante.
Leurs seules informations concernent l'ouverture de la chasse et l'organisation de rodéo. Quelle triste région. Mais tout à coup, la voix du speaker attire son attention. On vient de me porter une dépêche. Un hold-up a été commis dans notre petite ville de Rivertown. Un bandit masqué a pénétré dans la banque il y a 1 heure et il a terrorisé les clients à l'aide d'un revolver. L'homme a obligé le caissier à ouvrir les coffres. Il a réuni, selon les premières estimations, plus de 20 000 $, puis il est parti à bord d'une voiture. Je vous donnerai d'autres précisions dès que possible. Gageons que cet ignoble individu n'échappera pas longtemps au valeureux shérif Hartman. Jim Logan éclate de rire. Il a croisé plus d'une fois Hartman à Rivertown. C'est un gros plein de soupe qui n'a pas dû faire fonctionner sa cervelle depuis au moins 20 ans. Avec un homme pareil à ses trousses, le voleur peut dormir sur ses 2 oreilles. Logan éprouve une certaine admiration pour ce mystérieux inconnu. Dépouiller tous ces bouseux de 20 000 $, c'est pas un crime. Et puis, ça met un peu d'excitation dans leur vie sinistre. Ça vaut bien les quelques liasses qu'ils ont amassées à leur banque. C'est comme moi avec mes rombières, se dit Jim. Bien sûr, je les ai escroquées, mais avant, je leur ai fait croire qu'elles étaient encore dignes d'être aimées, et ça n'a pas de prix. Plus il y pense, plus il se prend d'affection pour le bandit. Mais à cette sympathie se mêle un peu d'envie, car Jim n'a jamais commis de crime d'une telle envergure. Ses petites escroqueries ne lui ont rapporté que 10 000 $ et elles lui ont demandé bien plus de temps et d'efforts que la simple attaque d'une banque. Tout au long de la journée, Jim écoute avec anxiété les nouvelles à la radio. Malgré le manque d'intelligence évident du shérif Hartman, il craint que le voleur se soit fait prendre. Mais l'affaire n'est plus évoquée dans les différents bulletins. C'est seulement à 20 h que le speaker annonce « Chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir le shérif Hartman dans notre studio. Grâce à lui, nous allons pouvoir faire le point sur le terrible hold-up qui a frappé notre ville. Alors, shérif, vous avez mis la main sur le bandit? Qui a fait ça? » « À vrai dire, répond Hartman, à vrai dire, pas encore, mais ça n'est qu'une question d'heure. Nous n'avons pas beaucoup de chance, nous nous sommes lancés à sa poursuite dans la mauvaise direction. Ensuite, nos chiens étaient complètement perdus, voyez. Mais croyez-moi, nous allons retrouver ce malfaiteur et ensuite, croyez-moi, il passera un sale quart d'heure. Nous n'en doutons pas, conclut le speaker en riant. Ce criminel est dans de beaux draps. Je n'aimerais pas être à sa place avec un homme comme Hartman à mes trousses. Jim Logan éteint sa radio. Décidément, il n'y a pas à s'en faire pour ce voleur. Même avec une armée de 3000 hommes, Hartman n'arriverait pas à lui mettre la main dessus. Logan est assis à sa table sur la terrasse et il regarde rêveusement la surface du lac qui s'étale à ses pieds. Tout à coup, il croit entendre des bruits de pas dans les fourrés derrière la maison. Qui est là? Il n'a pas besoin de s'interroger longtemps. Un homme sort des fourrés, un revolver à la main. En le voyant s'approcher, Jim sourit malgré lui. Il sait que c'est l'inconnu de la banque. C'est drôle, se dit-il. J'ai songé à lui toute la journée et maintenant le voici, en chair et en os, comme s'il sortait de mes pensées. Les mains en l'air! Sans cesser de sourire, Logan obéit. L'homme marche vers lui et tâte ses poches pour voir s'il n'a pas une arme. Après cette fouille, Logan laisse retomber ses bras. « Garde tes mains en l'air !» répète l'homme. « Et n'essaie pas de t'enfuir. »« Ah ben, je vois pas où je pourrais m'enfuir, » réplique Logan. « Sauf partir à la nage. » L'homme ne semble pas comprendre la réponse de Jim. Il regarde devant lui, et alors, pour la première fois, il voit la surface de l'étang qui mange tout l'espace. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-il en baissant son revolver. « Ah bon, parce que vous connaissez pas la région? Eh ben, dites donc, vous êtes dans de sales draps. C'est le lac Michigan, monsieur. Il est immense. Si vous essayez de le contourner, ils n'auront aucun mal à vous rattraper. Vous êtes fichu, mon vieux. Ta gueule, crie l'homme en donnant un coup de poing à Jim. Celui-ci roule à terre,
Un filet de sang coule sur sa lèvre. Quand je pense que je l'ai pris pour un grand criminel, se dit-il en se relevant, en fait, c'est un pauvre type. Tiens, je vais lui faire peur. Savez-vous qui est le shérif de Rivertown? C'est Paul Hartman. Attention, c'est un type sans pitié. On dit qu'il fait jamais de prisonnier. Quand il prend un voleur dans votre genre, c'est une balle entre les deux yeux. Comme ça, on évite tous les frais de procès, qui dit. Logan voit pâlir le voleur. Il a du mal à garder son sérieux. Hartman, un justicier impitoyable. Non, vraiment, on aura tout entendu. Tout à coup, un sourire se dessine sur les lèvres du voleur. Il a vu quelque chose à la surface du lac qui lui redonne confiance. C'est une barque. Il la pointe du doigt et dit « C'est à toi, ça ?» Jim se retourne et hoche la tête. « Eh bien, dit le voleur, si on ne peut pas contourner le lac, on va le traverser. »« Ah non, c'est trop dangereux, monsieur, » répond Logan. « En pleine nuit, vous allez vous perdre. » L'homme pointe à nouveau son revolver sur Jim. « Mais qui t'a dit que je comptais partir tout seul, mon gars ?» Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Logan se sent inquiet. Bien sûr, il lui serait facile de mener ce bandit sur l'autre rive, mais une fois là-bas, le type n'aurait aucune raison de le garder en vie. « Écoutez, monsieur, dit-il au voleur, je suis pas un très bon navigateur. En pleine nuit, je risque de me perdre, moi aussi. Pourquoi pas attendre l'aube dans le chalet, hein? Non, mon gars. Ton Hartman m'a l'air d'être un fameux limier. Si je l'attends ici, il va me rattraper, il m'abattra comme un chien. C'est toi-même qui me l'as dit. Alors, perdu pour perdu, je préfère tenter ma chance. Tu vas me conduire de l'autre côté. Et je suis sûr que tu feras de ton mieux pour ne pas te perdre. Ma vie en dépend, mais la tienne aussi, mon gars. Combien de temps il nous faudra pour rejoindre l'autre rive? En ramant tous les deux? Non. Toi seulement. Ah, je vois. Eh ben, habituellement, en plein jour, je mets 1h30. Ouais. Eh ben, avec mon pistolet sous le nez, j'espère que tu battras tous tes records. Jim saute bientôt dans le canot. Il attend que le voleur fasse de même, mais celui-ci n'a pas l'air pressé. Il regarde l'embarcation avec méfiance. Dis donc, c'est solide, cette coque de noix? Oui, répond Jim. À condition, bien sûr, de pas trop bouger. Allez, montez. Il tend la main à l'homme. Celui-ci la prend en tremblant et pose le pied sur le bateau. Visiblement, il n'est jamais monté sur un engin de ce genre. Il s'assied avec difficulté et braque son arme sur Jim. « Vous savez nager ?» demande celui-ci. Non. Un sourire imperceptible passe sur les lèvres de Logan. Mais apparemment, le voleur lit dans ses pensées, car il ajoute « Fais pas le malin, mon gars, hein. Fais pas le malin, parce que si je coule, tu couleras aussi. On te retrouvera au fond du lac avec imprimé un peu de plomb dans la cervelle. » Un silence profond entoure maintenant l'embarcation. On entend juste le clapotis de l'eau à chaque coup de rame. « Regardez-moi ça », dit Jim en hochant la tête au-dessus de l'eau. C'est sombre et profond comme un puits. « Quelle profondeur peut-il y avoir ?» demande le voleur en frissonnant. « Je sais pas, 30 mètres, 40 mètres, je sais pas. » Instinctivement, l'homme cesse de regarder la surface. Il se terre dans un coin de la barque. J'ai toujours détesté la flotte. Quand j'étais tout gosse, j'ai vu un noyé qu'on retirait de la rivière. Pendant plus d'une demi-heure, ils ont tout essayé pour le ranimer, mais ça n'a servi à rien. Alors maintenant, même mon whisky, je le prends sans eau. Il essaie de rire, mais Logan sent bien qu'il est mort de trouille. Sans un mot, il continue à pagayer. « C'est encore loin ?» demande l'homme. « Bah, on a à peine fait le tiers du trajet, monsieur. Je t'ai dit de te presser, il me semble. Fais bien attention à ce que je te dis, hein, sinon je vais me fâcher. Moi, je veux bien, monsieur, mais il vaut mieux être prudent, hein, à cause des rapides. » Jim observe son passager du coin de l'œil. Cette fois, il a l'air vraiment affolé. Jim reprend d'un air détaché. « Vous comprenez ? Je dois me méfier des courants. S'ils nous emportent, je pourrai plus contrôler le bateau et nous serons fracassés contre les rochers. En plus, avec la nuit tombée, l'eau devient de plus en plus agitée.
Je suis obligé de ramer doucement, vous comprenez, pour pas faire chavirer le bateau. Jim cache son sourire dans l'obscurité. La surface du lac, déjà calme d'habitude, n'a jamais été aussi lisse. Une vraie mer d'huile. Mais visiblement, son passager est aussi inquiet que s'il passait le cap Horn. D'une main, il s'agrippe à la coque et de l'autre, il pointe son revolver sur Logan. « Eh, monsieur, s'il vous plaît, rangez ça maintenant. Vous me rendez nerveux, là. Si je fais une fausse manœuvre et que je nous envoie au fond, faudra pas venir vous plaindre. » Le voleur enfonce son revolver dans sa poche. « C'est toujours ça de prix, » se dit Logan. « Mais je vais encore l'effrayer un peu plus. » Comme le voleur est allongé au creux de la barque, il ne voit pas ce qu'il fait. Il donne des coups de rame sur les flancs du bateau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande l'homme en se redressant. « Bah, les courants, monsieur, » répond Logan. « J'arrive plus à pagayer, moi, il nous emporte. » Il a la mâchoire serrée et des rides barrent son front comme s'il tirait de toutes ses forces sur les rames. Enfin, il les retire de l'eau et les allonge dans la barque. « Ah, y a rien à faire, monsieur, rien à faire. Le mieux est de nous laisser dériver, qui sait, on y évitera peut-être les rochers. » La barque glisse tranquillement au fil de l'eau. Et cependant, l'homme se serre maintenant contre Logan, comme pour se protéger. Jim entend un petit bruit, un léger froissement sous la veste de l'inconnu. C'est plus émouvant, plus beau que du Brahms ou du Mozart. D'un air malicieux, il dit « Ah, monsieur, là, écoutez. J'entends des liasses dans votre doublure. C'est l'argent du hold-up, n'est-ce pas? » Comme si c'était le moment de penser à ça, réplique l'autre en claquant des dents. Nous risquons de nous noyer et vous me parlez d'argent. Tiens, ça c'est bizarre, se dit Logan. Il m'a tutoyé depuis le début, il m'a traité comme un moins que rien, et maintenant il se met à me vouvoyer. Ce que c'est que la peur tout de même. Pendant quelques instants, les deux hommes ne parlent plus. Logan attend que le voleur fasse le premier pas, et effectivement, d'une toute petite voix, il dit « Dites-moi, si le bateau chavire, vous savez nager, vous, hein, n'est-ce pas ?» Sans même regarder son passager, Jim hoche la tête. « Alors, vous pourriez peut-être me sauver en me tirant vers la rive ?» Jim ne répond pas. « Je vous en supplie, j'ai si peur de l'eau, n'est-ce pas? Rien qu'à la regarder, j'ai le vertige. J'ai l'impression d'être attiré au fond. Écoutez, si vous me tirez de là, je vous donnerai $5 000. 5 000 $, c'est une jolie somme, non? » Ah ben en effet, répond simplement Jim. Comme il voit que Logan demeure indifférent, l'inconnu ouvre aussitôt sa veste et en sort 5 jolies liasses. Cette fois, Jim ne peut s'empêcher de tourner les yeux. « Tenez, prenez. Je vous les donne tout de suite. Vous avez l'air d'un gars honnête. Alors, vous les prenez, hein? Je peux compter sur vous? » Jim tend la main et attrape les liasses. Il les regarde d'un air hésitant et finalement, il dit au voleur « Bon, d'accord, j'accepte, mais à une seule condition. Jetez votre revolver à l'eau. Nous n'avons déjà que peu de chances de nous en sortir et je ne veux pas que vous les gâchiez. Si un coup de feu partait accidentellement, ça suffirait certainement à déséquilibrer la barque et à nous envoyer au fond. » L'homme regarde Jim d'un air suspicieux. Il a peur d'un piège. Alors, pour se montrer plus convaincant, Logan gigote sur son siège et la barque se met à tanguer. « Jetez votre arme, enfin, écoutez, c'est déjà suffisamment dangereux comme ça. » Terrorisé par les mouvements du bateau, l'homme tire le revolver de sa poche et le lance par-dessus bord. « Et maintenant, vous croyez que vous allez nous sortir de là? »« Bah, tout dépendra des courants, » répond Logan. « Lorsque l'aube se lèvera, dans quelques heures, nous serons fixés. Soit nous aurons atteint l'autre rive, soit nous serons transformés en nourriture pour les poissons. Maintenant, je veux plus que vous me parliez. Je dois me concentrer sur la marche du navire. » L'homme baisse la tête comme un enfant. Pourtant, au bout d'un instant, il lui vient une idée. « Dites donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se diriger d'après les étoiles? J'ai vu de nombreux navigateurs qui faisaient ça dans les films. » Oui, non mais, écoutez, monsieur, ça serait parfait si on était sur l'océan. Mais sur le lac Michigan, ça nous servira à rien, c'est même, pardonnez-moi, c'est même complètement idiot.
Une nouvelle fois, je vous demande de vous taire et de me laisser travailler. Si vous ouvrez encore la bouche, je me désintéresse totalement de votre sort, compris? Oui, monsieur, répond l'homme en se terrant dans un coin de la barque. Oh non, on aura tout vu, se dit Logan. Il m'appelle monsieur maintenant. Quelle lavette. Je suis sûr que si je lui demandais de me cirer les pompes, il s'y mettra avec entrain. Au fond de la barque, l'homme s'allonge sur le côté et bientôt Logan entend ses ronflements réguliers. Alors, à son tour, il s'installe plus confortablement et il s'endort en rêvant à ce qu'il fera des 20 000 $ lorsqu'ils sont à lui. Jim est déjà réveillé depuis longtemps lorsque l'homme ouvre les yeux à son tour. « Vous avez bien dormi ?» lui demande-t-il en souriant. « Ben, vous avez eu de la chance, vous, parce que moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bon Dieu, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Ça a été une bagarre de chaque instant. Vous savez, je m'agrippais au rocher, je les repoussais de la coque, et dès que j'avais un instant de répit, je tirais sur les rames pour nous éloigner des courants. Et maintenant, regardez derrière vous, monsieur. Regardez. » L'homme se retourne et pousse un cri de joie. La terre! Une longue plage s'étend devant ses yeux, et il prend lui-même les rames pour s'en approcher plus vite. Enfin, lorsqu'il peut voir le fond sous la surface du lac, il saute de la barque et court vers la rive, en donnant des claques joyeuses sur l'eau. Logan le rejoint après avoir immobilisé la barque sur la plage. « Voilà! Ici, vous êtes en sécurité, monsieur. Nous sommes quittes, maintenant. Je vais repartir chez moi. »« Attends une seconde !» dit l'homme en s'approchant de lui. « Nous ne sommes plus sur ce satané lac. Et sur Terre, c'est moi qui suis le chef. Rends-moi les 5 000 $. » Comme Logan semble refuser, le voleur lui décoche un violent coup de poing dans le ventre, puis il fouille dans sa veste et en arrache les précieuses liasses. Logan se relève péniblement. « Estime-toi heureux que je te laisse en vie, » dit l'homme. « Et maintenant, fiche le camp. » Logan repousse la barque et saute à l'intérieur. Il voit le voleur s'enfoncer à l'intérieur des terres. « Pauvre type, se dit-il. S'il m'avait pas fait ce coup-là, j'aurais peut-être eu pitié de lui. Tant pis. Comme ça, j'aurais plus aucun remords. Combien de temps pourra-t-il tenir? Une semaine? 10 jours, tout au plus. Bon, je reviendrai chercher les 20 000 $ dans une quinzaine de jours, pour ne prendre aucun risque. » Jim se retourne une dernière fois pour voir la plage qui s'éloigne derrière lui. Un sourire illumine son visage. Après tout, se dit-il, il mourra peut-être beaucoup plus vite. Hey, quand il s'apercevra que je l'ai abandonné sur une île déserte, il risque d'avoir une crise cardiaque.